Bienvenue à cette édition du Journal Magazine sur la télévision nationale, la dernière consacrée à la série des présentations des icônes de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Vous savez, cet alma mater célèbre ses 50 ans et cette année, c'était l'année jubilaire et donc on a fait fière chandelle à ceux qui sont passés par cette institution. C'est l'essence de cette présentation de ce soir. Au sommaire de cette édition, conformément aux instructions du président de la République, une délégation interministérielle est arrivée depuis hier soir dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu, pour faire la lumière sur les événements tragiques du 30 août dernier. La délégation est conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, mais elle comprend aussi l'auditeur général de Forces armées de la République démocratique du Congo, parce qu'il faut faire la lumière sur le rôle des militaires, notamment. Vous le savez, demain, lundi 4 septembre 2023, des millions d'enfants congolais seront dans les rues pour la rentrée scolaire. Nous en ferons le point dans cette édition du journal qui aura une partie chronique. La partie chronique de ce soir sera animée par Madame Sylvie Elenge Niembo, qui est directrice générale de la télévision nationale congolaise, mais aussi ancienne étudiante d'Elisti et actuellement IFASIC. Un peu plus tard à la fin de cette édition, parce que c'est une édition spéciale, la dernière, je le disais, consacrée à l'année jubilaire de l'IFASIC, nous recevrons une icône de la télévision il y a plusieurs années. Elle était là où je suis ce soir. Elle s'appelle Moleka Solo-Wizine. Elle est vice-ministre des hydrocarbures, mais aussi 2 fois élue de Kinshasa. Mais d'abord, l'actualité. Comme je le disais dans les sommaires et conformément à la communication du président de la République au dernier Conseil de ministres, une délégation interministérielle est arrivée hier samedi dans la soirée dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu. La délégation est conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et comprend le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre des Droits humains, le vice-ministre de la Justice, mais aussi et surtout l'auditeur général de Forces armées de la République démocratique du Congo, dans l'objectif de faire toute la lumière sur les événements tragiques du 30 août dernier dans la ville de Goma. Suivez plutôt ces comptes rendus que nous propose Touver Wundi à partir de Goma et Gaëtan Magalano à Kinshasa. Comme promis par les conseils des ministres, une délégation du pouvoir central en provenance de Kinshasa est arrivée à Goma samedi 2 septembre 2023 nuitamment. Selon les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, leur mission est consécutive aux événements malheureux enregistrés dans la partie ouest de la ville de Goma le 30 août dernier. Venus par 2 vagues, ces membres du gouvernement Samalukonde II ont été tour à tour accueillis par le gouverneur Constant Makomba et ses collaborateurs. Les vice-premiers ministres ministre de l'Intérieur Peter Kazadi dévoile ici l'objet de leur visite. Nous sommes venus sur l'ordre du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, nous rendre compte de la situation qui s'est déroulée ici. Comme vous le savez, il y a eu des incidents. Il s'agit de nos compatriotes qui sont tombés. Nous n'avons pas intérêt à cacher quoi que ce soit. Après, ce que nous allons obtenir comme élément, un rapport sera fait acquis des droits et toute la vérité sera connue. D'ores et déjà, des actions judiciaires ont été engagées. Les responsabilités doivent être établies et toute la vérité sera dite à la communauté nationale. Mais je suis touché. Si vous nous voyez venir comme ça, ce n'est pas à quelle joie que nous venons, c'est avec un cœur brisé. Nous avons perdu plusieurs de nos compatriotes. Nous sommes venus justement pour savoir dans quelles circonstances ils ont trouvé cette mort. Il faut dire que dans la matinée de ce dimanche 3 septembre, cette délégation a effectué une descente à l'avenue Vichumbi, quartier Katoy, à l'endroit où s'est rassemblé les fidèles de la secte mystico-religieuse dite Ouazalendou. Sur place, le ministre et l'auditeur général des FRDC ont constaté les décombres de la dite église brûlée le même 30 août dernier. Par après, ils sont allés au gouvernorat du Nord Kivu où ils ont tenu une réunion de sécurité et bien d'autres racontent.
Comme je le disais dans le titre, la rentrée scolaire édition 2023-2024 aura bel et bien lieu demain, lundi 4 septembre. Les rues de Kinshasa, mais aussi celles des autres villes du pays seront inondées des bleus et des blancs. Faisons plutôt le point de cette rentrée dans ce reportage de Diéné Balaka. Des chemises, blouses, jupes, culottes et pantalons aux couleurs des uniformes pour écoliers de plus en plus visibles sur les étalages des principaux marchés de la capitale et aux alentours de magasins situés au grand marché communément appelé Zando, au marché urbain de Gambela et à la place Victoire. Voilà les signes annonciateurs de la rentrée scolaire 2023-2024 fixée le 4 septembre 2023. En moins d'une semaine, la reprise de cours, les commerçants comptent se faire de l'argent et écouler leurs marchandises. Il n'y a pas de vente, car avec l'instabilité du taux d'échange, on ne sait plus comment fixer les prix. Ça qu'on a $10, à une franc, c'est 27 000 francs. Donc, 20 000 passe. L'argent ne circule pas, il n'y a pas moyen de vendre. Pour la plupart des interrogés, des problèmes financiers ainsi que des exigences liées à l'achat de fournitures scolaires imposées par les écoles constituent le goulot d'étranglement. Que les écoles arrêtent la vente des fournitures. D'ailleurs, le ministre de l'EPST l'avait interdit. Les frais scolaires pour les élèves sont coûteux et les écoles nous imposent l'achat des fournitures. La rentrée scolaire demeure une aubaine pour les vendeurs mais un casse-tête pour les parents. Ainsi est rythmée la vie en République démocratique du Congo. Restons sur ce chapitre pour aller cette fois-ci dans le Grand Katanga où un lot important de fournitures scolaires ont été remis les 2 septembre dernier aux femmes vulnérables de cet espace, dont de l'association Femmes et Promotion de Maman Marthe Kassalu Tshisekedi pour permettre aux enfants de militaires et policiers de reprendre le chemin de l'école. C'est lundi 4 septembre. Suivez plutôt ce reportage. C'était en présence de la délégation du comité national conduite par la vice-présidente nationale Geneviève Beya et aussi de ses venus de la République sud-africaine et du Lualaba que cet événement grandiose s'est déroulé dans une ambiance full option. Cet événement riche en couleurs a été organisé dans l'objectif de secourir les femmes vulnérables à la veille de la rentrée scolaire qui démarre lundi 4 septembre en leur remettant un lot important de fournitures scolaires composées de cahiers et de bics afin de permettre à leur progéniture d'étudier dans des bonnes conditions. Souci majeur de la bienheureuse Marthe Kassalu, a déclaré le coordonnateur interprovincial du Grand Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, lors de son mot de bienvenue, louant ainsi la bonne foi de la marraine d'Afepro, celle de servir le plus démuni conformément à la parole de Dieu. Pour Geneviève Beya, chef de délégation, complétée par la secrétaire exécutive nationale d'Afepro, ceci symbolise tout simplement l'attachement qu'a cette femme de cœur envers toutes les veuves de la RDC via celle consolée ce samedi 2 septembre 2023 dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes venus de la part de Maman Marthe Kassalu Tshisekedi avec le message de paix et d'espoir. Dans la joie inestimable, les femmes et veuves des policiers des différentes unités du Haut-Katanga ont également reçu de main de membres du comité national de pagnes et de sacs de farine, dont signé Maman Marthe Kassalu Tshisekedi, la mère du chef de l'État. Parlons agriculture à présent dans cette édition du journal. Durant 29 jours, les semences et intrants agricoles seront remis aux différents producteurs agricoles de toutes les provinces de la République démocratique du Congo dans le cadre de la campagne agricole 2023-2024. Marie-Pascale Kalong nous en donne les détails. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, a procédé au lancement officiel de la saison agricole A 2022-2023 lors d'un point de presse.
José Mpanda a profité de l'occasion pour présenter la nouvelle approche du gouvernement en matière de l'agriculture. Ce changement de narratif consiste à assister, accompagner et faciliter l'investisseur privé tant national qu'étranger dans l'atteinte d'une production locale intense pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le gouvernement voudrait cette fois-ci, dans la nouvelle approche de l'agriculture, il y a des changements de narratif au niveau de l'agriculture cette fois-ci, c'est dans notre approche, celle de mettre investisseurs privés au centre de l'agriculture. Et le gouvernement ne jouera que son rôle d'accompagnement dans la production et pour intensifier la production locale. Cette campagne agricole va commencer par le Congo central. Le ministre Mpanda a annoncé les mesures d'accompagnement. 70% de la population congolaise dans l'agriculture est tenue par les paysans. Et cette catégorie de la population devrait être, selon la loi agricole, soutenue par les ministères. À travers cette campagne agricole qui va se tenir du 2 au 30 septembre 2023, le gouvernement de la République veut réduire les importations estimées à plus ou moins 3 milliards de dollars américains l'an. De l'agriculture aux hydrocarbures, le ministre Didier Boudimboutouboanga réunit les pétroliers dans la province du Haut-Katanga pour faire la lumière sur la question des exonérations dans ces secteurs qui constituent un manque à gagner pour le trésor public. Emmanuela, commissaire, était dans la suite du ministre. Qui bénéficie ou encore à qui profitent les exonérations du secteur pétrolier dans la province du Haut-Katanga? Cette situation inquiète au plus haut point le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui a convoqué une réunion avec les opérateurs pétroliers œuvrant dans cette partie de la République démocratique du Congo. Plus de 10 millions de litres de produits pétroliers traversent les péages avec exonération, pour dire clairement, sans payer les taxes liées à la commercialisation. C'est vraiment un état des lieux en ce qui concerne les exonérations dans le secteur pétrolier. Et nous sommes là vraiment pour un échange convivial et pour que chacun de nous puisse se retrouver. Cette situation affaiblit non seulement les opérateurs pétroliers qui payent leurs taxes, mais aussi l'économie du pays. Il y a des exos qui passent derrière de ONG, donc on ne sait pas retrouver l'opérateur qui est derrière. Pour pouvoir retrouver l'opérateur, nous devons venir sur place ici pour pouvoir les repérer. Parce que quand nous allons partir, quand on va quitter ici demain, il y aura des sanctions pour les opérateurs véreux. À la Fédération des entreprises du Congo, FEC, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a réuni autour de lui tous les pétroliers pour aborder cette question. Didier Boudimbo et la vice-ministre Wivine Moleka ont ensuite échangé avec les agents de l'IGF pour des investigations et des mesures drastiques pour tirer au clair cette affaire qui continue à saigner le trésor public. Parlons justice à présent. À la Cour de cassation, Eli Leondomba Kabea, récemment nommé, a invité le magistrat à jouer leur partition pour une justice équitable pour répondre à l'appel du président de la République sur la responsabilité des magistrats. Vous le savez, la justice élève une nation, dit-on. Yvette Makuntima et Marie-Reine Zeba pour nous faire le point de cette cérémonie. Désormais, les flambeaux de la Cour de cassation s'est rapporté par le professeur Eli Leondomba Kabea en tant que premier président de cette haute instance judiciaire nommée récemment par ordonnance présidentielle. Je considère le travail d'une juridiction de ce niveau comme le travail d'une équipe de football sur le terrain. Certes, le premier président, c'est un coach, un entraîneur, mais chacun a un rôle à jouer. Le chef de l'État, en me confiant ses responsabilités, il l'avait déjà dit et tout notre peuple l'a suivi, la justice élève une nation, dit la parole de Dieu, et les premiers des opérateurs judiciaires, c'est nous, les magistrats. La cérémonie des remises reprises qui a eu lieu jeudi 1er septembre 2023 dans la salle d'audience Marcel Yaou, au siège même de cette cour, s'est faite en présence de hauts magistrats de la République, du personnel de cette cour, ainsi que du conseiller principal du chef de l'État au collège juridique. Tout a commencé par la signature du procès verbal entre les deux premiers présidents entrants, le professeur Eli Leondomba, et sortant,
David Christophe Mukendi Musanga. Ces derniers a été admis à la retraite et à l'honorariat par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quittons les secteurs de la justice pour parler cette fois-ci des investissements où des hommes d'affaires israéliens sont très intéressés par les secteurs de nouvelles technologies, de l'électricité et de l'agro-industriel en République démocratique du Congo. Ils ont rencontré pour ce faire les directeurs du Fonds de promotion de l'industrie, Alain Bikaï, pour nous faire le reportage. Après la mission des directions générales du FPI à Tel Aviv pour explorer les opportunités d'investissement et nouer les partenariats avec les milliers d'affaires israéliens afin de booster le secteur industriel de la République démocratique du Congo. Cette opération de séduction porte déjà ses fruits avec notamment l'arrivée à Kinshasa cette semaine de l'homme d'affaires israélien Shimon Danon de Orliat Bank traduit les ambitions des uns et des autres. Au cours d'une réunion tenue au siège du FPI, les dirigeants de cet établissement public ont échangé avec l'homme d'affaires israélien sur les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo partout, surtout avec la création des zones économiques spéciales dans plusieurs provinces. La partie israélienne est très intéressée par l'agro-industrie, l'eau, l'énergie, les nouvelles technologies et l'éducation. D'après le directeur général Bertin Moudi Moutisekedi, les discussions entre les deux parties vont se poursuivre avec des services spécialisés. Israël possède la technologie, l'expertise et les capitaux nécessaires, tandis que la RDC détient d'énormes ressources naturelles. Le FPI s'est dit prêt à soutenir les investissements directs étrangers à caractère industriel. La ministre d'État, ministre du portefeuille, l'honorable Adel Kaïnda, séjourne dans la province du Lualaba où elle déploie plusieurs activités. Suivez plutôt le compte-rendu de cette première série que nous propose Angèle Mabiala, envoyée spéciale. C'est à plus de 400 km de Sandoa que la princesse de Moachi Sengue a été forcée de débuter son périple dans le coin et recoin de la province du Lualaba. Atterrie à 14h11 heure locale à l'aérodrome de Kisenge, la princesse Adel Kaïnda Maïna sera surprise par plusieurs barrières humaines qui l'empêchent d'atteindre Sandoa, son fief politique, où une foule en liesse l'attendait depuis le champ de coq de ce vendredi 1er septembre 2023. Face à la témérité de la ministre d'État en charge du portefeuille du gouvernement Samalou Kondé de vouloir affronter les problèmes de sa base, les militants de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo en ont profité pour imposer leur dictat en stoppant net la progression de la princesse et de sa suite. À Kassaji, par exemple, où cette chrétienne engagée d'Adel Kaïnda Maïna construit un temple de l'église méthodiste, l'intercesseuse, la diaconesse et Mama Kipenda nous prêche les bienfaits du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis devant vous parce que vous m'avez élu et réélu, et cela pendant 21 ans. Puis le chef de l'État a décidé de m'élever au poste de ministre d'État en charge du portefeuille et m'a reconduite au même poste. Je le suis redevable. Cela, c'est grâce à vous. Retenez que le président de la République prêche la paix sur toute l'étendue du territoire national et il tient à la restauration de tout Lualaba. Devant une foule en liesse, on pouvait apercevoir la joie sur le visage des partisans de la princesse Adel Kaïnda Maïna qui l'ont revue une année après. Une année après, c'est donc le devoir de redevabilité pour cette fille du terroir. La partie rétroactive, commençons par la semaine du président où il a abordé des questions liées à la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo avec son homologue burundais Évariste Ndayishimiye. Au Palais du Peuple, le mardi dernier, le président de la République a clôturé le premier conclave du jeudi scientifique congolais alors que 4 ambassadeurs lui ont présenté de lettres de créance le jeudi dernier. Suivez les condensés faits pour nous par Kibambwe Somoy. Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a effectué une visite au travail de 48 heures à Kinshasa. Il a été accueilli par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation, où les deux chefs d'État ont eu des entretiens de près de 2 heures en tête-à-tête. Des questions liées au raffermissement des relations bilatérales, séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération, ainsi qu'à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, étaient au cœur de leurs échanges. Les deux chefs d'État ont stigmatisé
le refus du M23 soutenu par le Rwanda d'effectuer le désarmement et le cantonnement. Ils en ont appelé au respect et à l'application de la feuille de route conjointe des processus de Nairobi et de Luanda visant à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au chapitre de la coopération bilatérale, le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et le ministre burundais de la Défense Alain Tribert Mutabazi ont signé les protocoles d'accord dans le domaine de la défense et la sécurité en présence de deux chefs d'État. Lancés officiellement le 19 août, les travaux du premier conclave du génie scientifique congolais se sont clôturés le mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique congolais qui a permis d'identifier les inventions et innovations des jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national, Pius Mpiana, et le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda. Le chef de l'État qui a exprimé dans son allocution sa joie et sa fierté face à la tenue de ce premier conclave qui a mis en lumière le génie scientifique congolais, a appelé le Parlement et le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Excellente relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour le jeudi 31 août leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anwar Othman Barout Al-Barout, ambassadeur d'Émirats arabes unis, a été reçu le premier à la paillote présidentielle du Mont Galema par le chef de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité et d'un autre master en sciences de gestion ainsi que d'une licence en sciences politiques. C'était ensuite au tour de Mme Roxane de Bilderling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres de créance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français, anglais, espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'Université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya avec accréditation auprès de la Somalie, l'Érythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Madame Marianne van der Eden Samoura a été reçue en qualité de nouvelle ambassadeur des Pays-Bas à RDC. Elle possède une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique de l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Géorgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Molster Holt, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'université norvégienne de Bergen. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, a rendu les derniers hommages à 3 vaillants soldats de la garde républicaine qui ont trouvé la mort au cours de manœuvres militaires à Kibomango. Le chef de l'État, qui a salué leur bravoure, s'est incliné devant les corps de défunts. Il est allé ensuite réconforter les familles éplorées. Ces 3 éléments de la garde républicaine, le premier sergent-major Kachama Ngoma, le sergent-major Kisangi Zalamwana et le caporal Lokange Atumudioni faisaient tous partie du 17e régiment de la GR. La semaine qui se termine, l'actualité a été aussi marquée par l'appel de la Commission électorale indépendante le 1er septembre dernier. Donc, vous avez compris la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Mais c'est aussi la tournée de la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa, dans le Grand Nord, dans la province du Nord Kivu, à Beni ou à Butembo, où elle a inauguré, où elle a visité les travaux en cours d'exécution dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Suivons ces résumés de Sissi Mukundi.
Quarantaine de morts à Goma dans le Nord Kivu au cours de la semaine qui s'achève, bilan d'une marche anti-MONUSCO interdite. Pour les gouverneurs militaires, il s'agit d'un groupe violent du secte Ouazalendou. À ce sujet, 143 personnes sont jugées en procédure de flagrance. Au chapitre des élections, la Commission électorale nationale indépendante a convoqué l'électorat pour la présidentielle de décembre 2023. Dernier réglage dans les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024. Faute des moyens financiers, les parents se démènent pour acheter les uniformes et des fournitures scolaires. Pour les vendeurs, l'aubaine a tourné au cauchemar suite au manque d'engouement des acheteurs. Cependant, la ministre d'État, ministre du Plan, a réceptionné les infrastructures publiques à Beni et à Massissi, des écoles et centres de santé construits dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Dans la partie ouest, précisément à Bandoulouville, les cabines de courant électrique ont été mises en service après 6 mois. En outre, le Nord Kivu aura bientôt sa première zone économique spéciale à Moussénéné. Le dossier du dit projet est déjà sous examen auprès des experts de la Grande Commission d'octroi des statuts des ES en République démocratique du Congo. Ces travaux d'analyse ont débuté le mardi dernier. La 55e session des travaux du Conseil des ministres des pays membres de l'OADA a vécu. Ces assises de Kinshasa, ouvertes par le Premier ministre, se sont clôturées par une note satisfaisante. Les délégués des 10 pays membres ont recommandé au Conseil de porter le nombre de juges référendaires de 3 à 6, d'envisager l'organisation d'un colloque international et la tenue d'une audience foraine à Kinshasa. Enfin, religion, les témoins de Jéhovah ont reçu des Bibles en nouvelle version traduites en 7 langues. C'était à l'occasion des assemblées régionales organisées à travers le monde. À Kinshasa, le stade de Marty a abrité cette grande rencontre chrétienne. Dans les dossiers de ce soir, nous faisons un focus sûrement que les plus âgés se souviennent de ce que voulait dire ONEL, Office national des logements. Cet office qui s'est chargé d'octroyer des logements à des familles suivant des critères bien définis. 50 ans après, où en sommes-nous? Le projet de construction des logements, mais aussi quel est l'établissement public qui en a la mission aujourd'hui? Ces questions, vous trouverez les réponses à ces questions dans ces dossiers que nous proposent Jacques Mégy, Fifi Mukundi et JR Kabamba. Dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, notamment celles de Bukavu, Kisangani et Kinshasa, particulièrement dans les communes de Lemba, Matete, Bandalungwa et Kalamu, existent encore de quartiers ayant de logements sociaux. Ces maisons de différents types furent construites par un établissement public qui a connu plusieurs mutations. En 1949, a vu le jour par décret l'OCI, l'Office de cités indigènes, qui fut remplacé par l'OCA, l'Office de cités africaines, en 1952. Plus tard, en 1965, l'Office de cités africaines deviendra ONEL, Office national de logement. Comment la population acquérait-elle ces maisons et quels avantages y avait-il lorsque l'État construisait? On donnait les maisons à crédit à ceux qui travaillent selon leur grade et le nombre d'enfants. C'est mieux que ces projets continuent, car les gens construisent sans respect des normes. C'était bénéfique. Tout le monde n'a pas l'argent pour construire. Après plus de 50 ans, où en est-on avec le projet de construction de logements sociaux et quel établissement public en a la mission? La problématique des logements est la préoccupation majeure du chef de l'État. Nous nous souviendrons que lors du 100e Conseil des ministres qu'il avait présidé à la Cité de l'Union africaine, il avait parlé effectivement de cette question, doter la population congolaise de logements décents. Et c'est pour ce faire qu'il a pris des dispositions pour opérationnaliser une agence qui est au fait la résurrection de l'ONEL. Il s'agit de l'Agence congolaise de promotion immobilière, Acoprim en cycle,
qui a été créé par le décret 18/038 du 19 novembre 2018. Et au jour d'aujourd'hui, l'agence a déjà son noyau dur, mais aussi nous avions déjà écrit au gouverneur des 12 provinces pilotes pour qu'ils puissent mettre à notre disposition les sites devant servir à la construction des logements décents. Nos missions et la mission principale consiste à construire le logement décent et abordable, mais aussi les équipements sociaux communautaires de base. Le gouvernement congolais tient à moderniser les villes et cités en RDC et à faire disparaître les bidonvilles en construisant de logements décents pour toutes les bourses, et cela à travers l'établissement public ACOPRIM, agence congolaise des promotions immobilières, les pendants modernes de l'ONEL. Autre dossier dans ces journaux magazines, un réseau intranet vient de voir le jour en République démocratique du Congo dans le cadre des efforts pour assurer la protection des usagers de la route. Ces réseaux dotés des caméras de surveillance permettra notamment à la police nationale congolaise d'identifier toute forme de violation du code de la route. Chati Kiweme nous en donne les détails dans ce reportage. Voici comment se comportent certains usagers de la route dans les grandes artères de Kinshasa. Une situation qui déplore les uns et les autres. Comment juguler à ces comportements irresponsables? Nous venons d'apprendre avec satisfaction que le gouvernement congolais vient de doter la police des caméras de surveillance ainsi que des écrans de surveillance. C'est-à-dire que la police, d'une façon générale, peut contrôler, surveiller tout ce qui se passe sur la voie publique. C'est une très bonne chose. À un rayon de 300 mètres, les caméras de surveillance permettront d'identifier le véhicule grâce à la reconnaissance des plaques d'immatriculation et les conducteurs de ces véhicules en cas d'incident, accident et de violation de code de conduite. Et quand on surveille, c'est pour apporter des réponses aux problèmes que nous sommes en train de constater là-bas. Kinshasa, avec plus ou moins 15 millions d'habitants, elle compte à elle-même 85 carrefours. Le défi est énorme. Désormais, avec ça, la population quinoise, nous allons répéter ces images. Nous allons répéter, nous allons le mettre à profit pour qu'ils sentent qu'avec Madame Thérèse de Women Technology, nous sommes capables de les surveiller et de surveiller tout le monde. Sous d'autres cieux, les amendes de contraventions routières contribuent aux recettes dues au trésor public. Par exemple, l'Afrique du Sud, 17% du budget national provient des contraventions routières. Il en est de même pour la France, l'Allemagne, la Belgique, pour ne citer que cela. Lorsque vous commettez une infraction, il y a la police de circulation routière qui vous interpelle et vous fait payer des amendes. Justement, vous ne donnez pas l'argent aux agents qualifiés sur la voie publique. Il faut aller payer ces amendes au niveau de la banque. Il ne faut pas donner sur la voie publique de l'argent aux policiers. Nous-mêmes, le peuple congolais, nous pouvons arriver à faire la sécurité dans notre pays. Il ne faut pas qu'on appelle seulement les étrangers pour ça. Et ces caméras de surveillance peuvent arriver à créer de la richesse et de l'emploi par rapport au délit qui se fait à la route. Avec son et images à temps réel, ces caméras de surveillance qui dissuadent le chauffeur et le régulateur de la route qui ont un comportement irresponsable sur la voie publique, elle est une réponse à la sécurité publique. Je le disais en ouverture de ce journal, dans la partie chronique de ce soir, nous allons parler des fake news, vous en entendez parler. Il est féminin les mots « une fake news », dit-on. Madame Sylvie Elengue, j'espère que je ne me suis pas trompée sur le genre. Vous êtes directrice générale de la Télévision nationale congolaise. Vous êtes ancienne étudiante de l'Institut supérieur des techniques de l'information, j'ai bien prononcé. Et vous êtes actuellement enseignante à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. C'est exact. Dites-nous un peu, c'est quoi la différence d'abord entre ISTI et IFASIC? Qu'est-ce qui explique ces changements dans la dénomination? En très peu de mots, c'est de dire simplement que jusqu'il y a une vingtaine d'années, nous étions dans l'Institut facultaire des sciences et techniques de l'information et le volet communication n'avait pas été développé suffisamment.
Et donc, avec l'évolution des approches scientifiques et même du concept de la communication, finalement, l'ISTI a résolu de d'abord devenir une institution facultaire et intégrer les notions de communication, les aborder d'une manière assez poussée. Donc aujourd'hui, nous parlons plutôt de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, et donc on a intégré les SIC, les sciences de l'information et de la communication, avec un volet très important sur la communication. On va y revenir sans doute dans les prochains qui viennent, mais pourquoi avoir voulu, dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de cette année, accorder de l'espace à ceux qui, il y a quelques années, je ne dirais pas que c'est des, comme on dirait dans les fous, de vieille gloire, mais ce qui représente pour nous des icônes parce qu'ils ont bien évolué dans d'autres domaines. Pourquoi avoir choisi de leur offrir le privilège du plateau du journal télévisé? C'est quoi l'objectif derrière? Je voudrais dire ici que l'opinion devrait comprendre que ce n'est que justice de rendre à ces grandes stars de la radio et de la télévision nationale, leur rendre cet espace et leur rendre hommage à travers les festivités du cinquantenaire de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Au départ, l'IFASIC et l'ISTI, si vous permettez, avaient été créés pour donner à la télévision nationale des professionnels de la communication. C'est ainsi que, naturellement, la plupart de toutes les vedettes que nous avons connues à la télévision comme à la radio proviennent de cette institution facultaire, donc universitaire, et il était tout à fait normal que, pour marquer le cinquantenaire de cette grande institution universitaire de formation des communicateurs et communicologues, permettez-moi le terme, de leur offrir cet espace durant ces 10 jours pour qu'ils viennent nous faire plaisir et surtout que l'on se souvienne que ces personnes, ces hommes comme ces femmes, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que... Donc, il y a une dimension de l'honneur fait à leur carrière, mais aussi une dimension pédagogique. Pédagogique, parce que pour les plus jeunes, c'est de voir qu'il y avait déjà un travail appréciable qui avait été abattu dans cette maison et qu'ils n'ont qu'à s'inscrire dans la lancée de ce qui a été démontré ici durant ces 10 jours. Voilà, on va revenir dans le sujet principal. Vous voulez donc nous parler des fake news. D'abord, comment définissez-vous une fake news? D'abord, une fake news, le terme fake news est un anglicisme, n'est-ce pas? C'est un terme anglo-saxon. Aujourd'hui, un néologisme s'est imposé, venu du français, qui est l'infox. Donc, de plus en plus, lorsqu'on entend un fox, carrément, il faut se remettre et se dire que cela concerne les fake news. Les fake news, c'est une fausse nouvelle, une contre-vérité que l'on met délibérément sur les réseaux sociaux et dans les médias, dans l'intention de nuire, malheureusement. Et comme je l'ai dit, les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a pas que les médias qui y sont présents. C'est tout individu aujourd'hui qui tombe sur une fausse nouvelle et se charge de le partager sur plusieurs numéros. Et bien là aussi, tout individu qui le fait est également auteur des fake news. Donc, mais les fake news sont d'une telle dangerosité qu'elles circulent 7 fois plus que la vérité. Alors comment lutter contre la propagation de ces fausses nouvelles? Lutter contre la propagation, cela passe par toute une pédagogie, c'est-à-dire emmener les gens à communiquer autrement, à comprendre les conséquences que peuvent causer dans la société, dans la vie des individus, ces fake news, ces fausses nouvelles, ces contre-vérités qui sont distillées. Cela passe également par une sensibilisation, une vulgarisation des textes de loi, particulièrement la loi sur le numérique, qui aborde dans certains de ces articles quelques sujets qui concernent la question des fake news. L'autre chose également, c'est vraiment de montrer à la population quelle est la différence entre les fake news et une information authentique. Et cela passe par tout un mécanisme de vérification, c'est-à-dire d'aller carrément recourir aux médias, le fact-checking, le debunkage, qui veut simplement dire déboulonner les fausses nouvelles et les remplacer par les informations authentiques. Voilà, vous êtes directrice générale de la télévision nationale, vous avez un gros personnel de journalistes qui quotidiennement vivent de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information.
Comment préparez-vous, vous journalistes? Est-ce que vous avez prévu de modules des formations pour leur permettre de comprendre ce que sont les fake news, comment ils font pour les reconnaître et surtout comment faire pour les combattre? Justement, comme vous le dites si bien, ici à la télévision nationale, nous sommes encore dans les médias traditionnels, la radio, la télévision, et nous avons comme obligation, avant de diffuser une information, de croiser les sources, d'aller et vérifier toutes les informations avant de les mettre à disposition, avant de les diffuser. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de plusieurs formations qui se donnent non seulement à l'interne, mais également par les partenaires. Je citerai ici l'ACP, l'Agence congolaise de presse, qui nous aide grâce à son programme de debookage qui permet à ce que, avant que nous ne diffusions une information, nous puissions leur demander de vérifier. Parce qu'aujourd'hui, avec la vitesse avec laquelle prennent les réseaux sociaux, on n'a pas toujours le temps d'aller vérifier. Eh bien, il y a des services aujourd'hui connexes qui se mettent en place pour aider et nous faciliter la tâche. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas tout faire. Il faut permettre à ceux qui le font et qui le font très bien d'aider la télévision nationale à vérifier ses sources avant de diffuser une information. Et je crois que jusque-là, nous avons très peu de demandes de droits de réponse parce que nos informations sont fiables. Et donc, pour les communs de mortels, avant de croire à une nouvelle que vous lisez sur les réseaux sociaux, prenez toujours le soin de vérifier un média classique où il y a des journalistes matin et soir qui sont commis à cette tâche. Merci beaucoup de le dire pour nous. Venez, suivez la télévision nationale congolaise pour avoir la bonne information et l'information fiable. Madame Sylvie Elenge Niembo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, étudiant de l'ISTI et enseignant à l'IFASIC. Nous restons sur ces registres pour vous dire que hier, dans les cadres de la série d'activités prévues pour cette année jubilaire, il y a eu une activité des réjouissances ici même à la télévision nationale, à l'esplanade du studio Maman Nguebi. Gaëtan Magaleno et Jessica Bassele nous font revivre ces moments. Une célébration à la taille de cette alma mater ISTI IFASIC, formatrice de chevalier de la plume et du micro. Le cadre choisi pour le gala dansant de ce samedi de septembre 2023, l'esplanade du studio Maman Nguebi de la RTNC témoigne la grandeur de cette institution d'éducation. 50 ans d'existence, voilà qui justifie la présence de ces différentes générations de anciens à cette soirée. Soirée de partage pour les uns, de souvenirs pour les autres. À la manette, Zaïko Langalanga. Je crois que l'IFASIC mérite tous les hommages possibles. C'est cette notoriété qui a permis au président de la République de pouvoir faire son choix sur des personnes de qualité qui peuvent constituer le conseil d'administration pour présider aux destinées de la RTNC. Dans le dire de 6 anciens, nostalgiques de leur passage à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, on peut noter de l'émotion. Pour moi, l'IFASIC, c'est vraiment ma maison, c'est ma famille. C'est une grande université, premièrement. J'ai retrouvé des esprits forts, des gens qui m'ont formé aujourd'hui. Et je me retrouve dans un marché de l'emploi où je ne dirais pas tout faire, mais je peux tout aborder. De prestations dans les différentes éditions du journal télévisé, à intervention dans les émissions et concerts pour dire merci à l'IFASIC. C'est des activités qui se dérouleront pendant une année parce que c'est une année jubilaire. Il y aura des conférences, de séminaires et bien d'autres activités. Je le disais en titre, le privilège d'avoir sur ces plateaux une invitée, Madame Wivine Moleka. Il y a quelques années, vous étiez là où je suis et vous avez fait les bonheurs des téléspectateurs. J'en étais un à l'époque. mais comment expliquez-vous que vous avez quitté ces si beaux métiers pour embrasser la politique ? Bonsoir Patrick Mouyaya. Bonsoir Wivine Moleka. Comment dois-je expliquer que j'ai quitté ce beau métier pour la politique ? Je me souviens, il y a de cela 30 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, j'étais dans ce studio pour la première fois. Je présentais le journal télévisé
avec Paul Dona Mikombewa Kashimpolo. Je m'en souviens pourquoi, parce que c'était un journal télévisé très important qui portait sur une réforme monétaire. C'était la mise en circulation du nouveau Zaïre sous le Premier ministre Birindoa. Donc j'étais là où vous êtes il y a 30 ans de cela, le 21 octobre 1993. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est que ce métier de journaliste est un métier passionnant, difficile, mais c'est un don de soi. Un don de soi, un sacerdoce aussi, quelque part. Et ce n'est pas loin, en fait, de ce que nous faisons maintenant, de ce que nous faisons. Et c'est donc dans ces métiers que vous avez puisé les ressources pour aller à la conquête de l'électorat. Je rappelle que vous êtes 2 fois élu de Kinshasa. Bon, je ne dirais pas que c'est dans ce métier, c'est en moi, en fait. Comme je dis, c'est un sacerdoce. Quand on a envie de servir, parce que ce métier, on doit d'abord prendre conscience qu'on sert l'intérêt général. Donc, il n'y avait qu'un pas pour passer d'observateur, témoin de ce que je faisais à acteur. Et vous l'êtes devenu. Je rappelle que nous avons plus ou moins un parcours croisé. Nous sommes tous aidés d'ailleurs, le 10 juillet, journaliste et puis député national. Et là, nous faisons partie d'un même gouvernement. Je crois que le 10 juillet, Pierre Paipai Ouassakassigé, qui nous a quittés cette semaine, paix à son âme, était aussi né le 10 juillet. Mais alors, au-delà du fait que vous avez votre casquette politique et toutes vos responsabilités, trouvez-vous le temps de discuter avec des journalistes? Mais quelle est l'impression que vous avez lorsqu'aujourd'hui vous regardez les plus jeunes à la télévision? Écoutez, Patrick Mouillet, de temps en temps, j'ai l'occasion d'aller à l'IFASIC, étant donné que j'ai une amie qui est professeure là-bas. Donc j'ai le loisir d'y aller. Et ce que je conseille souvent aux jeunes filles, c'est qu'elles doivent savoir qu'elles ne sont pas là pour faire de l'autopromotion en journaliste. Elles sont là d'abord pour servir, pour s'oublier, et comme vous l'avez dit, pour collecter et donner l'information, la vraie. Donc voilà un peu les conseils que je leur donne. Hein. Elles doivent savoir qu'elles sont utiles à la société. Donc s'oublier d'abord, servir d'abord la société. Mais est-ce que vous voyez un jour revenir dans les métiers? Un jour revenir dans le métier? Ouais. Je ne pense pas, je suis passée, je vous l'ai dit, de témoin à acteur. Donc je suis en plein dans l'action. Alors, parce que nous parlons de journalisme, on va terminer cette édition du journal. Vous pensez que le métier des journalistes a encore un avenir? Lorsqu'on regarde aujourd'hui l'apparition des réseaux sociaux, tout le monde peut communiquer, tout le monde peut donner une information. Et lorsqu'on regarde la conjoncture dans laquelle les journalistes vivent en RDC, vous pensez qu'il y a de l'avenir? Écoutez, en passant ici par la RTNC, au ZRT, il y a autrefois, ce grand tam-tam, on l'appelait le tam-tam de l'Afrique, hein, l'OZRT. Je ne peux pas dire que le métier de journaliste n'a plus d'avenir à cause des réseaux sociaux. Le métier de journaliste a encore de l'avenir devant lui. Et comme je vous l'ai dit, surtout quand je me retrouve ici et que je vois les uns et les autres derrière les caméras, les héros dans l'ombre, comme on les appelle. Et on dit il n'y a de richesse que l'homme. Hein. La machine ou les réseaux ne remplaceront jamais l'homme. Voilà, je crois que cette interview, c'est la dernière, parce qu'on va boucler, on nous a fait les privilèges de boucler la série des icônes de la télévision. J'avoue que j'avais un peu le trac au début de cette édition du journal, mais comment pensez-vous alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller, surtout aux jeunes dames, parce que le métier, lorsque nous allons à l'IFASIC, c'est plus un métier qui se féminise. Qu'est-ce que vous leur prodiguez comme conseil? Parce que c'est difficile de faire carrière dans le journalisme lorsque vous regardez les caricatures et tout le poids social qui est autour des jeunes dames. Comme conseil, qu'elles restent d'abord elles-mêmes, qu'elles soient le plus naturelles possible, pas trop d'artifice, et qu'elles soient professionnelles, qu'elles fassent leur travail. Tout simplement. Voilà, c'est sur ces mots d'exhortation de la ministre Wivine, la vice-ministre Wivine Moleka, chargée des hydrocarbures, que nous allons boucler cette édition du journal. C'était une édition spéciale qui venait boucler la boucle de la série d'interventions organisées entre la télévision nationale et l'IFASIC. J'espère que nous avons été à la hauteur pour un métier qui est plutôt concurrencé. Et il y a tout. En tout cas, vous, avec ce que vous faites chaque vendredi, vous n'avez plus qu'être à la hauteur. Mais la télévision, c'est toujours le trac. J'espère que
Nous allons avoir l'occasion de vous retrouver dans le cadre de nos nouvelles fonctions, parce qu'ici, c'était pour de besoins pédagogiques, simplement pour montrer aux jeunes qu'il est possible, de par où vous êtes, d'arriver où nous sommes, et j'espère que vos projets pourront être exaucés. C'est en ces termes qu'on va terminer cette édition. On ne la terminera pas sans remercier toute la grande équipe de la télévision nationale qui s'est mobilisée en conseil de rédaction, l'équipe technique, la réalisation. Ils sont une bonne centaine derrière les caméras et c'est ce qui vous permet de suivre quotidiennement le travail qui est fait pour vous informer. Nous profitons de l'occasion pour leur rendre hommage. Merci chez vous et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.